Ça a l'air. Je cuisine en plus. C'est rigolo parce que les rares fois où les gens ont ramené des trucs qu'ils ont cuisinés, c'était toujours des mecs. Ouais, c'est vrai. Alors, ce qu'ils donnent ce vin, si j'ai pris chez le même, c'est un vin argentin. Il faut que tu sois drôle. Voilà. Par exemple, peut-être que tu entendras ce moment-là où je te demande d'être drôle. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui un nouvel invité, Vincent. Vincent a 37 ans, et avec lui, nous avons discuté de la cour de récré et du fameux « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» du Minitel et de ses dérives, de randonnée et de prétextes, des mots qui ne sortent pas et des questions qu'on attend, mais surtout de la difficulté d'apprendre à dire non. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne, comme Vincent, victime de violences pédocriminelles. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Je crois que bien que oui. En même temps, je me suis jamais vraiment trop posé la question, mais je me dis que le fait de pas m'être posé la question, ça y répond d'une certaine façon, parce que du coup, c'est que je suis bien comme ça et j'en déduis que oui. C'est quoi pour toi la masculinité ? C'est difficile à définir. Pour moi, quand tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le pas pleurer, tout ça, j'ai pas l'impression que j'ai été beaucoup confronté. Après, à l'école ou par comparaison avec les autres, forcément, ça a dû infuser un petit peu, mais de manière vraiment très diffuse, et j'ai pas conscience de vraiment comment ça a pu me façonner, quoi. Tu dirais que t'es un mec comment, toi ? Plutôt discret, et attentif et introverti, effectivement. J'essaye d'aller à l'encontre de ça, justement, mais je suis plus dans l'idée de prendre le moins de place possible et d'être dans le décor et qu'on m'oublie, quoi. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir un petit garçon ? En tout cas, ma mère était contente d'avoir des enfants. Après, un garçon ou une fille, je n'ai pas d'informations particulières à ce sujet, mais elle était contente d'avoir des enfants. J'ai une sœur plus jeune que moi. Est-ce que tes parents, ils ont fait des différences entre toi et ta sœur ? Alors mon père peut-être, mais j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec lui. En tout cas, je m'en souviens pas énormément, donc je pourrais pas en sortir. Mais ma mère, non. Que ce soit dans le travail quotidien, le ménage, la cuisine, tout ça, elle nous impliquait pas mal, que ce soit ma sœur ou moi. Donc il n'y a pas eu de différence particulière à ce niveau-là. Quand tu dis que t'avais pas trop de rapport avec ton père, c'est qu'il était pas très présent ? C'est ça, oui, il travaillait pas mal. Et surtout, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans et je suis resté avec ma mère. Et de toute façon, je pense pas que mon père voulait spécialement la garde et ça s'est fait comme ça. Je le voyais de temps en temps pendant les vacances ou quelques week-ends, mais c'est tout, quoi. T'as toujours des relations avec lui aujourd'hui ? Oui, en fait, il est parti vivre à l'étranger, il s'est remarié là-bas. Maintenant, il est à la retraite et il est rentré en France. Du coup, je suis amené à le voir un peu plus, mais toujours pas énormément. De manière générale, je suis assez distant de ma famille, je pense qu'on peut le dire. Et donc, c'est le cas pour lui, mais c'est le cas pour le reste de ma famille aussi. C'est le cas pour ta mère aussi ? Je suis quand même plus proche d'elle et c'est différent, mais je suis quand même très à l'opposé d'elle niveau caractère et c'est pas hyper compatible. Et ce qui m'empêche pas d'être attaché à elle et de lui vouloir du bien, par exemple, c'est l'expression qu'on a en italien. Mais vivre avec elle ou passer du temps avec elle, c'est difficile. T'as grandi avec quelle image, toi, des filles et des garçons, et puis maintenant des femmes et des hommes ? Je pense que quand j'étais à l'école, en primaire, c'était un côté un peu magique pour les filles en tout cas, de dire c'est quelque chose d'inconnu et D'attirant ? Attirant dans le sens par curiosité de qu'est-ce qu'elles sont et c'est quoi leur vie, quoi, parce que en fait, Tu voyais pas ce que faisait ta sœur, ça pouvait pas être pour toi un miroir de ce que c'était qu'une fille ? C'est quand même pas pareil. C'est dans le cadre de la famille, je la perçois pas, je la genre pas spécialement comme une fille. C'est ma sœur. C'est pas une fille, c'est juste ma sœur. C'est ça. Et après, en grandissant, ça a un peu suivi cette piste-là parce qu'au final, le lycée et la fac, dans des environnements où il y avait beaucoup d'hommes, et donc les femmes, c'est un peu quelque chose de lointain et de fantasmé au loin. Et
Premier boulot où je suis dans les Bouches-du-Rhône, dans un petit village où il y a à peu près 1000 habitants, donc il n'y a pas beaucoup de rencontres possibles. Et clairement, ça m'amuse de le dire maintenant, mais c'était peut-être un peu différent à l'époque. Mais le fait de sortir le midi et d'aller à la poste et de croiser une fille, de lui tenir la porte, et elle me sourit, elle me répond, c'était un peu le summum de la relation amoureuse, quoi. C'était... Est-ce que tu avais une image un peu stéréotypée de ce que ça pouvait être une fille à cause d'images, de films, de représentations qui pouvaient être témoignées ? C'était un peu un objet de désir et objet dans le sens vraiment sujet quoi, sans projeter quoi que ce soit, mais vraiment quelque chose qui est complètement inconnu et que un peu inatteignable et qui est un peu un univers parallèle de. Est-ce que t'étais aussi plus à l'aise avec les garçons de manière générale ? Non. Ok. Pas de bol, t'aurais dû faire elle, mec. T'aurais été mieux. Non. Après, j'ai quand même quelques camarades de classe, là, on s'entendait, mais c'était... j'ai pas eu beaucoup d'amis très proches. Et ça a un peu changé, mais c'est toujours un petit peu le cas. Mais non, j'étais pas particulièrement attaché à cet environnement-là non plus, quoi. Ta sœur, elle avait pas des copines qui venaient à la maison quand t'étais petit ? Enfin, est-ce que les filles, ça avait l'air vraiment très très lointain, mais même à l'école, quand t'étais plus jeune et tout, tu n'interagissais avec aucune fille ? Avec ma sœur et ses copines, effectivement, je pense qu'elle en a ramené, mais j'ai pas eu d'échange particulier. Maintenant que tu me poses cette question, j'ai un truc qui me revient au collège, une fille qui m'attirait et c'était le jeu des petits mots ou des personnes qui faisaient les entremetteurs ou entremetteuses et qui allaient voir un tel et qui disaient que voilà. Et donc là, une qui était amie avec moi et je lui parle de cette fille-là et elle me dit « Est-ce que tu veux que j'aille la voir et que je lui demande si elle veut sortir avec toi ?» Moi, je lui dis « Non, juste demande-lui si elle m'aime, c'est tout. » C'est trop mignon. Oui. Genre le step d'après, quoi. Je veux pas sortir avec elle, je veux juste savoir si elle m'aime. Du coup, elle t'aimait ? Non. À cet âge-là, franchement, déjà, rien que le petit mot « Est-ce que tu veux être avec moi ou pas ?» Des fois, même si t'as envie de répondre oui, tu réponds non pour au cas où on se fout de ta gueule. Il y a quand même une grosse pression. En plus, tu sais que tous tes camarades autour, ils te regardent, ils te surveillent et tout. Même si elle t'aimait, pour de vrai, cette fille, je suis sûre qu'elle aurait pu répondre non, par principe. Est-ce que tu ressentais une forme de pression de la part de tes camarades ? Par exemple, je ne sais pas si tu voyais des enfants autour de toi plus extravertis, qui allaient plus facilement vers les autres. Est-ce que tu avais le sentiment d'être en décalage ou est-ce que ça t'allait ? Les deux, en fait. Effectivement, j'avais le sentiment d'être en décalage, mais c'était pas un gros manque de... Enfin, il n'y avait pas une volonté de copier ce que faisaient les autres ou d'être... Je me souviens d'une fois où j'étais chez moi dans ma chambre et il y a ma mère qui est au salon et qui... Ayant fermé la porte, elle se pense toute seule et elle peut parler au volume qu'elle veut, alors qu'en fait, non, et que je l'entends très bien. Elle raconte une conversation téléphonique qu'elle a eue avec la mère d'amis à moi qui venaient de fêter leur 18e anniversaire. Et ma mère et la leur étaient scandalisées parce que leurs grands-parents, pour leur 18e anniversaire, avaient offert un gros carton avec plein de choses dedans. Et dedans, il y avait notamment des magazines porno et des capotes. Leur mère trouvait ça scandaleux en disant que à cet âge-là, c'est fou, ils s'intéressent pas du tout à ça. Je vois pas pourquoi ils offrent ça. Ils s'intéressent au foot, mais à cet âge-là, ils pensent pas aux filles. Elle pensait qu'à 18 ans, les mecs, ils en avaient rien à foutre des filles. C'est ça. Ok. Les grands-parents avaient mieux compris ce qui se passait dans la tête de personnes de 18 ans. Et du coup, dans ma tête, je disais non, effectivement. Alors, j'aime bien le foot, mais pas à ce point. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ? Alors j'en ai deux. Je vais commencer par le premier qui a engendré le second. C'est chez moi où c'est un repas de famille. Il y a des invités et c'est le soir et c'est l'heure où les enfants vont se coucher. Et donc ma mère nous dit à ma sœur et moi, allez chercher vos pyjamas pour vous habiller pour aller dormir. Instinctivement, si j'avais des enfants, je leur dirais allez vous changer et puis revenez nous dire au revoir, quoi. Alors que là c'était plus prenez vos pyjamas, revenez au salon et puis changez-vous, quoi. Donc j'ai le souvenir de ça, d'avoir le regard sur moi alors que j'étais en train de me changer et de me mettre nu, donc sur le canapé, alors que les adultes sont encore à table. Je sais pas trop ce qui se passe, mais je sens que je suis pas hyper à l'aise de faire ça, quoi. Je le fais quand même, parce que ma mère me demande de faire, mais je suis un peu sur le canapé à me tortiller pour essayer de cacher ce que je peux et pas trop dévoiler, mais bon. T'as quel âge ? Je dirais 7-8 ans, quoi. Ouais, t'es encore un petit garçon et ta sœur, elle doit en avoir 5-6, quoi, c'est ça ? C'est ça. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est un autre souvenir, pas tout seul, qui est avec une des personnes justement qui était là dans ces repas de famille le soir chez nous. C'était chez un ami de mon père, vraiment un ami de famille assez proche qui partageait beaucoup de moments avec nous. Peut-être ça a commencé en primaire, je dirais vers 8 ans, donc plutôt primaire. À cet âge-là, on n'a pas école le mercredi.
Il venait me chercher le mardi soir chez ma mère. Arrivé chez lui, il préparait à manger, ou soit je l'aidais, soit j'étais dans le salon en train de lire un livre ou une BD. En attendant que lui finisse, on mangeait. Après manger, je retournais dans le salon, je recommençais à lire. Il lui faisait la vaisselle, se préparait pour la soirée, fermait bien tous les volets. Et ensuite, il venait me chercher, me prenait dans ses bras. Et lui, donc c'était un ami de mon père, donc il avait à peu près 1 ou 2 ans près, il avait le même âge que lui. Et donc, il me prenait généralement de force pour m'amener dans sa chambre à lui. Je résistais comme je pouvais, je m'accrochais au poignet, aux portes, enfin, tout ce qui passait à portée de main, j'essayais de le tenir pour retarder le truc, mais il avait quand même beaucoup plus de force que moi, donc ça faisait que retarder un tout petit peu. Et donc on se retrouvait dans sa chambre où il me déshabillait, il se déshabillait lui, il me contraignait avec ses mains pour pas que je bouge, il venait sur moi, il s'allongeait, et puis il frottait son sexe contre le mien, contre mon ventre. Voilà pour la version classique, on va dire. Après, il y a plein de variantes différentes où il y a des fois où il essayait plus de s'occuper de moi, de me caresser, ce qui parfois pouvait être agréable d'ailleurs. Ou d'autres versions où j'étais allongé sur le ventre et il essayait de me sodomiser et je serrais tout ce que je pouvais. Il est de mémoire jamais arrivé à rentrer, mais il a essayé plusieurs fois. Ce qui le mettait en colère. En général, j'essayais de le repousser avec mes mains, avec mes pieds. Même je posais mes pieds sur sa poitrine, pouvais essayer de le repousser comme ça. Vu son âge, il était quand même suffisamment lourd pour gagner. Même si avec le temps, comme je grandissais, je gagnais en force et en muscle, j'ai pu un petit peu plus le repousser. Mais il avait quand même toujours l'ascendance sur moi à ce niveau-là. Il avait quelques penchants sexuels un peu pas communs, on va dire. L'urophilie, par exemple. Il me demandait de me mettre par-dessus lui, et lui, il était en train de se masturber, il me demandait d'uriner dans sa bouche, par exemple. Voilà, après, j'ai pas de souvenir où il ait joui ou éjaculé sur moi. À un moment donné, je saurais pas dire quand ou combien de temps, je dirais peut-être 1/2 heure, 1 heure, j'en sais rien. Je comprenais que c'était bon et que je pouvais aller dans la salle de bain à l'attendre pour ensuite me laver, et lui il finissait ce qu'il avait à faire dans sa chambre tout seul. Et après, dans la salle de bain, c'était un peu la libération, quoi, parce que c'était le moment où c'était fini, même si c'est à moitié fini, parce qu'il était encore là à bien me laver et à bien profiter du truc, en disant faut pas que ta mère elle voit, faut pas qu'il te trace, faut pas que ta mère elle se rende compte d'un truc. Donc j'allais chez lui le mardi soir, donc je passais la nuit chez lui. Le mercredi matin, même combat que le mardi soir, ça recommençait. Et le mercredi, il s'occupait de moi, que ce soit pour mes devoirs ou l'excuse officielle, c'était me faire des randonnées ensemble, ce qui d'ailleurs était le cas en fait. Quand on avait prévu des randonnées, on allait vraiment faire des randonnées où il m'aidait beaucoup pour mes devoirs. Enfin, il y a plein de choses qu'il faisait clairement. Donc la couverture était bonne en fait. Enfin, sauf que c'était 95% du temps et les 5% qui restent, c'était autre chose. Ça a duré, je pense, jusqu'à mes 14 ans quand je suis rentré au lycée, parce qu'on a cours le mercredi au lycée. Du coup, il n'y avait plus de place pour ça. Et donc, c'était pas forcément toutes les semaines, mais quand même très régulièrement. Le premier souvenir sexuel dont tu as parlé, c'est la fois où ta mère t'a demandé de te déshabiller dans le salon. Oui. Il était là ? Oui, il était là. Donc, c'est pour ça que je disais, je sais pas s'il y a un lien entre les deux ou pas. Peut-être que là, il a vu une brèche ou quelque chose et ça a ouvert la porte, mais peut-être qu'il aurait ouvert la porte autrement aussi. Peut-être aussi que tu te sentais si mal à ce moment-là de te déshabiller parce qu'en fait, ça avait commencé avant et tu savais qu'il était là, c'est possible aussi. C'est tout à fait possible et de manière générale, l'enfance, je suis toujours impressionné par les gens qui racontent des souvenirs de l'enfance en disant à 3 ans, j'ai fait ça, j'ai fait ci. À 3 ans, moi, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Et même à 6 ou à 8, j'ai des bouts de trucs, mais c'est difficile de mettre dans l'ordre ou de savoir exactement qu'est-ce qui a déclenché quoi. Puis c'est la mémoire traumatique aussi. C'est une façon qu'a ta tête de te protéger d'éléments trop difficiles à se souvenir, donc en fait elle efface beaucoup. C'est aussi peut-être pour ça que t'as pas trop de souvenirs de l'enfance. C'est tout à fait possible, oui. T'en as jamais parlé à ta mère du coup, à l'époque ? Non. Alors là j'ai encore un souvenir, je suis dans ma chambre, la porte est entrouverte et elle parle dans le salon. Elle parle à une amie à elle en relatant une discussion qu'elle a eue avec une assistante sociale. Et elle dit que l'assistante sociale a émis un petit doute sur le fait que j'aille régulièrement chez cette personne-là. Et ma mère dit que mon père dit que c'est pas possible, enfin qu'il connaît bien et que c'est pas possible qu'il se passe ce genre de choses. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une petite porte ouverte, quelque chose, qui a été refermée aussi sec. C'est un événement assez
constructeur pour moi, où j'ai l'impression que je rejoue un petit peu ça. C'est souvent même maintenant, je veux dire, d'être dans la situation où j'ai envie qu'on me pose la question, j'ai envie qu'on vienne vers moi pour me dire si c'est vrai, si ça va bien, comment ça se passe. Et j'ai pas la force d'aller faire le premier pas pour le dire. Si tes parents sont allés voir une assistante sociale, c'est parce qu'ils avaient des doutes ? Je pense que c'est plus lié à leur divorce et à la situation familiale. Je pense pas que ce soit lié à ce point-là en particulier. Et j'imagine que dans la discussion est venu le fait que moi, j'allais chaque semaine ou presque chez lui. Et là, ça a dû lever une alerte chez elle, mais ça en est resté là. Tu penses que si ça a levé une alerte, c'est parce que à ce moment-là, en tant qu'enfant, t'avais l'air pas très bien ? T'avais l'air enfermé ? T'avais l'air... Les gens qui l'ont su après se sont dit, tiens, oui, c'est peut-être maintenant, j'ai réécrit l'histoire et peut-être que je comprends que le fait que tu sois un garçon renfermé, c'est peut-être à cause de ça. Toi, t'as pas eu des réactions, parfois d'ailleurs au-delà de ce que t'es capable de dire ou pas, mais corporelles ? Par exemple, tu n'as pas fait de crise d'eczéma, d'un coup tu t'es pas mis à plus réussir à dormir la nuit, t'avais 8 ans, tu n'as pas recommencé à faire pipi au lit ou des choses comme ça ? Je crois pas. Après, on parle pas mal de dissociation. Je pense que là, pour le coup, ça a très bien fonctionné. Et c'était un moment difficile dans la semaine et le reste, ça allait, quoi. C'était vraiment mardi, mercredi, c'était ce moment-là à vivre. Et puis après, pour ça que même il y a des fois où je me débattais pas parce que je savais que ça allait tomber. Et donc, autant plus vite c'est fait, plus vite je suis tranquille derrière. Est-ce que t'as le souvenir de ce qu'il t'a dit pour te dire de pas le dire à tes parents ? Je pense pas qu'il m'ait dit beaucoup là-dessus. C'était pas une menace, c'était beaucoup plus latent et c'était parce qu'en fait, je pense qu'il voulait aussi faire de moi un participant vraiment actif. Pour lui, c'était normal et c'était la société en général qui était faite ainsi que c'est répréhensible, alors qu'en fait, pas du tout. Il te faisait croire aussi que tu faisais quelque chose toi aussi de répréhensible aux yeux de la société ? Pas direct, ça, je pense que c'est moi qui l'ai... Enfin, je savais que c'était pas bien, mais comme j'y prenais part d'une certaine façon, forcément, j'avais pas le recul nécessaire pour comprendre que j'avais pas le choix et que c'était forcé, quoi. Justement, même si c'était forcé, j'y participais quand même. Donc, c'était peut-être pas aussi répréhensible que d'être l'instigateur du truc, mais je suivais quand même. Donc, j'étais... Mais surtout, il y a des tas de cadres où d'ailleurs, en plus, l'enfant ne se débat même pas. Parce qu'en fait, la posture de l'adulte est une telle figure d'autorité que tu y penses pas, en fait. T'es aussi formaté à obéir aux adultes. Mais dans ton cas, en plus, tu te débattais beaucoup. Donc, tu vois, la notion de te dire que tu y as participé, elle est presque encore plus inexistante. Je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que tout à l'heure, tu as dit que parfois ça avait pu être agréable. Et quand tu peux ressentir du plaisir dans ces moments-là, je pense que du coup, tu te dis, mais attends, est-ce que je suis vraiment forcée ? Si jamais j'ai pris du plaisir, est-ce que ça veut pas dire qu'en fait, au fond, j'aime bien ? Mais du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que toi, d'avoir ressenti du plaisir, est-ce que c'est quelque chose qui te faisait te sentir coupable ? Est-ce que c'est quelque chose que tu questionnais ? Alors, questionner, je sais pas, mais en tout cas, coupable, clairement. Maintenant que tu parles de ça, c'est aussi lui qui m'a donné mon premier orgasme. Ce qui a été une surprise complète parce que j'ai aucune idée de ce que c'était. Et c'était hyper fort et hyper électrisant, vraiment, dans le sens, clairement. Et donc oui, se ressentir ce plaisir-là, ça rajoute au mélange de tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça aide pas à démêler les choses. Du coup, est-ce que tu crois que c'est cette culpabilité-là qui t'a plutôt empêché d'en parler, plus que les menaces qu'il aurait pu proférer à ton égard ? Oui, parce que des menaces, comme je disais, il y en a... Enfin, il me faisait comprendre que c'était répréhensible par la loi et par la société, mais... Et tout à l'heure, tu parlais de la contrainte physique qu'il employait, ce qui était le cas, mais il y a aussi... il pouvait être amené à avoir de la contrainte... morale, on va dire, dans le sens j'étais passionné de modélisme, qui était plus une passion d'adulte et que je faisais un petit peu tout seul dans mon coin, et lui m'aidait pas mal là-dedans. Et à un moment, il est venu à me dire, quand j'arrivais à le repousser, à me dire si avec tout ce que je fais pour toi, tu peux bien me laisser venir, et si c'est comme ça, je t'aide plus, etc. Là, j'étais un peu en pleurs et en sanglots dans son lit, à attendre que ça passe et lui dire ok, vas-y, j'ai besoin que tu m'aides pour ça, alors ok, quoi. Utiliser le chantage. C'est ça. Et quand t'es rentré au lycée, il a pas cherché à essayer de te revoir ? Alors, les abus ont cessé, parce que de fait, j'allais plus chez lui, seul, on va dire. Par contre, on a continué à échanger pas mal de temps, en fait, plusieurs années, clairement. Notamment parce qu'il avait, de par mon métier, il me posait des questions, où il avait un site internet à faire, par exemple, où il avait des problèmes avec son ordinateur, bref, il avait besoin de moi à ce niveau-là, donc il continuait à me solliciter.
chose à laquelle je répondais naturellement, parce qu'on me demande un truc, je le fais, quoi. Et j'ai souvenir d'une fois où je me suis retrouvé chez lui un midi à 20 ans ou un truc comme ça. Il s'est rappelé au bon temps, entre guillemets, et il m'a demandé « Est-ce que tu te souviens de ça ?» Et j'étais incapable de parler. Il y a eu un blanc de 5 minutes où je ne pouvais pas lui répondre, quoi. Il t'a rappelé ça au bon vieux temps ? Oui. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où ça a eu lieu ou pas du tout ? Ou elles se mélangent toutes ? Non, pour moi, elles se mélangent toutes. C'est tout le même scénario, avec d'autres subtilités. Il y a des choses qui sont un peu différentes d'une fois sur l'autre, mais la première véritable, je la connais pas. Des choses que j'ai notées parce qu'elles arrivaient peut-être moins souvent que d'autres. J'ai souvenir qu'à l'époque, il avait un Minitel et il allait parler avec des gens. Et j'ai souvenir que déjà à l'époque, il m'expliquait les noms de code pour parler des enfants là-dessus. Je sais plus le mot en question, mais il y a un mot spécifique pour dire enfant dans ce cadre sexuel. Et parfois, ça arrivait 2 ou 3 fois, il y a un de ces gars-là qui était dans la pièce quand j'étais là, juste à regarder, mais lui se mettait un peu en scène avec moi là dans son lit, et du coup l'autre nous regardait, et puis après ils finissaient ensemble, mais pour commencer j'étais là, et il s'occupait de moi, il me touchait, etc. Après, toi tu restais pour regarder ? Non, j'ai jamais assisté à ce qui pouvait se passer à côté, mais par contre il pouvait être amené à me le dire. Est-ce que tu savais à l'époque, parce qu'il aurait pu te le dire ou parce que tu aurais pu le voir ou le deviner, s'il faisait ça avec d'autres petits garçons ? À l'époque des faits, je n'en savais rien. Je pensais pas. Après, il se cachait pas de me dire... il fréquentait beaucoup les campings naturistes. Il m'a déjà dit, par exemple, qu'il avait eu des érections en regardant des petits garçons se baigner sur les plages où il était. Par contre, un peu plus âgé, les quelques fois où je suis retourné chez lui, j'ai vu en une occasion un autre enfant là-bas. Quand je l'ai vu, je me suis clairement revu à sa place parce que je pense qu'il avait la même tronche que moi, les mêmes cheveux, tout pareil. Donc je me suis dit, c'est le suivant, quoi. Avant que tout ça arrive, tu te souviens si c'était quelqu'un avec qui tu étais en confiance, que tu aimais bien, ou en fait, les seuls souvenirs que tu arrives à avoir de lui, c'est dans ce contexte-là ? Les deux, en fait. Les seuls souvenirs, c'est dans ce contexte-là, sauf après, quand ça s'est arrêté. Mais ça n'empêche pas qu'il y a, comme je disais, il y a 95% du temps où, en fait, il s'occupait vraiment de moi, il faisait attention à moi, et du coup, il y a quand même... Alors, confiance, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose... Il y avait une relation. Il y avait une relation, ouais. Est-ce que tu te rappelles la première personne à qui t'en as parlé ? Ouais, c'était 27 ans. Ça a été d'ailleurs la première fille avec qui j'ai été. Ça m'a paru naturel de le faire, en fait. C'est juste que l'occasion ne s'était pas présentée avant, mais là, il y avait la confiance nécessaire et l'écoute, et c'était le moment. C'est quelque chose à laquelle tu réfléchissais, à laquelle tu avais mis des mots, c'est pas quelque chose que tu avais enfoui, c'est quelque chose qui était présent pour toi et que tu avais formulé toi dans ta tête. Est-ce que c'est pour ça que ça a été, je dis le terme facile avec tous les guillemets du monde autour, d'en parler ? Alors, je l'ai pas enfoui, j'avais pas forcément soit conscience de la gravité, soit vraiment déconstruit quoi que ce soit, ou essayer de réfléchir là-dessus. Alors quand je l'ai fait, je pense pas que ce soit sorti de manière très très... facilement, je pense que si, mais clair, en tout cas, je pense pas que ça l'était. Et je pense qu'être au contact de gens et de créer du lien et d'avoir des échanges, ça permet de nourrir une réflexion, même si c'est pas lié directement à ça, mais ça permet de... Alors qu'avant, c'était ce que je disais tout à l'heure, dans un village avec 1000 habitants, un peu tout seul dans mon coin, donc c'est plus difficile. Et comment elle a réagi ? Est-ce qu'elle t'a posé des questions ? Est-ce que toi, ça t'a fait du bien ? Est-ce que ça a été du coup un vrai échange entre vous ? Ou est-ce qu'elle a accueilli ce que tu lui as partagé sans forcément rebondir dessus ? Si, elle était vachement à l'écoute et vachement attentive, intéressée. Elle m'a posé plein de questions, ce qui m'a permis justement de creuser un petit peu et peut-être de détailler plus que ce que j'avais dit. Je pense que ça l'a beaucoup touché, clairement. Et je pense que ça m'a fait du bien et j'étais content de le partager à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi quand on a parlé ? Ou en fait, est-ce que non, juste en fait, en parler, c'était pas ni pire, ni mieux, ni... C'était pas ni pire ni mieux, mais ça a quand même ouvert une porte, je pense, et ça commence à faire 10 ans, tiens, d'ailleurs, justement. Mais ouais, je pense que c'était quand même un petit peu apaisant. Maintenant, ça n'a pas révolutionné le monde. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé ? Je pense que c'est aussi en voyant sa réaction et à quel point... À quel point ça avait l'air grave ? Oui, c'est ça, à quel point ça avait l'air grave. J'en ai pris confiance
à ce moment-là, parce qu'avant, comme je disais, c'était quelque chose qui était là, mais pas beaucoup conscientisé, en tout cas pas beaucoup réfléchi. C'était là parce que c'était arrivé, parce que ça arrive à certaines personnes, c'est comme ça, et peut-être que ça arrive à plus de gens, mais que personne le dit, je sais pas, mais c'était là, quoi, mais sans plus. T'avais jamais vu de films ou lu des livres ou entendu parler d'histoires comme ça, d'hommes qui avaient eu ces comportements et justement t'aurais pu voir à quel point c'était répréhensible, à quel point c'était puni par la loi, à quel point les enfants n'étaient pas coupables et t'as jamais eu vent d'une histoire similaire à la tienne qui aurait pu te faire te dire « je ne suis responsable de rien et tout est la faute de ce type ». Pas directement. Ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé quand j'étais justement enfant, où dans son salon à lui, il est venu un jour avec la une d'un journal à la main et il me l'a tendu devant moi comme ça. C'était une affaire de pédophilie et lui, il était un peu scandalisé de ça, en disant que c'est scandaleux, que la société ne comprend pas ce que c'est et qu'en fait, c'est que de l'amour qu'on donne aux enfants. Enfin, je me vois très bien dans son salon encore, vraiment en baissant la tête et incapable de le regarder et complètement figé dans mon corps, les mains, les poings crispés et en me disant c'est faux, je suis pas d'accord avec ça. Mais en même temps, je suis pas capable de lui dire et je suis même pas capable de lui regarder. Et lui continue à dérouler son discours là-dessus en disant qu'il faut vivre caché pour vivre heureux. Je pense que j'avais conscience du fait que c'était pas bien, mais j'ai été confronté à ça à ce moment-là. Par la suite, j'ai pas de mon fait essayé de creuser quoi que ce soit et j'ai jamais été confronté non plus. Est-ce que, à côté de ce qui se passe, tu arrives à construire une autre image de la sexualité de par ce que tu entends par tes potes au lycée, de par ce que tu vois dans les films, de par ce que tu sais que ça doit être, ou est-ce que pour toi la sexualité et les rapports aux autres, c'est ça? Alors j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. C'est pas ça la sexualité, mais je parle pas de ça avec les gens en général. Et je suis pas confronté, comme tout à l'heure je parlais des filles qui sont quelque chose de distant et d'un peu fantasmé, d'une image un peu floue au loin, là c'est un peu pareil. C'est vraiment... Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Ça a l'air bien, mais je pense que je suis pas dans ce monde-là et que ça me concerne pas et ça me concerne pas. Pas que je veuille pas, c'est juste que je suis pas confronté à ça et je sais pas comment le provoquer et je sais pas comment aller jusque-là. Donc, c'est ce qu'on voit dans les films, mais c'est un monde parallèle, encore une fois. Et est-ce que du coup, en parallèle, comme tous les jeunes adolescents de ton âge, tu découvres la masturbation? Est-ce que tu découvres la sexualité tout seul? Du coup, je l'ai pas découvert tout seul. Maintenant, j'ai quand même reproduit tout seul, je pense. Je sais pas, à 12 ans, un truc comme ça, ça a pu m'arriver. Quand ça m'est arrivé, c'est la découverte qui était assez même compulsive, j'ai envie de dire. Ça pouvait arriver plusieurs fois par jour, quoi. Ça a été assez naturel, entre guillemets, dans le sens, peut-être plus jeune et peut-être plus intéressé que quelqu'un qui le découvre tout seul. Mais pour le coup, j'ai pas l'impression que ce qui m'est arrivé, que ça m'ait perturbé plus que ça. À partir du moment où tu le dis à ta copine, est-ce qu'elle apprend quelle est la première personne à qui t'en parles? Oui. Et est-ce qu'elle te dit que ce serait peut-être bien que t'en parles à d'autres qu'elle? Pas tout de suite, mais ça arrive quand même assez vite, ne serait-ce que pour avoir une relation avec elle qui soit équilibrée, qui se passe bien. Elle me dit que ça pourrait être bien d'aller consulter quelqu'un, clairement. Ce que j'ai commencé à faire peu de temps après. Ça continue maintenant, en fait. Est-ce que tu l'as dit à ta mère? Oui. Je l'ai dit à ma mère, c'était 2017. Combien de temps après en avoir parlé à ta copine? 4 ans après. Je l'ai dit parce qu'on m'a conseillé de le dire dans le cadre du dépôt de la plainte. Parce que t'as décidé de porter plainte? Oui. C'était pas vraiment un besoin au début. J'avais pas de colère spécifique contre lui. J'avais pas de besoin de justice particulier. Le sentiment dominant, je pense, c'était le fait de vouloir me dégager de ça. Ne serait-ce que ne plus avoir de contact avec lui, déjà, tout simplement. Ça faisait quelques années que j'avais plus de contact avec lui, mais par exemple, lui, juste avant que je porte plainte, un dimanche, je me rappelle, mon téléphone qui sonne, c'était un numéro inconnu. En général, je réponds pas. J'ai écouté le message. C'était lui qui me demandait comment ça se passait ma vie à Paris, comment j'allais et si je pouvais l'aider pour un truc. Et là, je me suis dit, je suis content de pas avoir décroché. Parce que honnêtement, je sais pas comment j'aurais réagi je sais pas si j'aurais la force de lui dire quoi que ce soit ou si je serais juste allé dans son sens, parce que c'est toujours ça que j'ai fait et je me suis jamais opposé à lui, donc je sais pas. À quel point c'était bien ancré. Ouais. Et ensuite, il y a eu, ne serait-ce qu'en suivant une thérapie, je pense que à la fois ça te fait progresser et à la fois il y a des moments où ça te fait régresser parce que ça touche à des choses et ça te fait creuser des choses qui font que... Alors te faire du mal, je sais pas, mais en tout cas c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Il y a plusieurs petits éléments qui font que t'as un moment où c'est un peu plus difficile pour moi et j'ai le sentiment que les choses avancent
pas dans ma vie en général et je sais pas comment aller à l'encontre de ça. C'était une action concrète que je pouvais avoir pour aller de l'avant, et un psy justement qui m'a dit ça après que je me sois décidé, qui m'a dit que t'es plutôt content que je le fasse, et il m'a dit c'est une façon de... Comme depuis le début, cette histoire, il y a des choses qui se passent dans votre vie sur lesquelles vous n'avez pas la main. Là, c'est un peu retourner les choses et prendre les choses en main pour clôturer cette histoire. Ce qui m'a plutôt bien parlé. Et du coup, je pense que c'est ça le fait de... Enfin, c'était une action concrète que je pouvais faire là, qui était vraiment le côté concret pour moi est important. Je peux le toucher. Enfin, je sais comment faire. Le chemin est tracé juste au moins jusqu'au dépôt de la plainte. Après, je sais pas, mais ça, je peux le faire. Et comme je sais pas quoi faire d'autre, faisons ça. Non, mais ce qui est très sain, c'est-à-dire que même quand il nous est pas arrivé une histoire comme celle-ci, quand on a le sentiment que notre vie, elle est pas comme on voudrait qu'elle soit et qu'on n'arrive pas à avancer et qu'on a du mal à établir des actions concrètes pour aller vers là où on veut aller, faire un premier pas, de se dire, OK, là, le seul truc que je vois, c'est ce truc qui est très concret que je peux faire, et du coup, c'est en faisant ça que je vais aller de l'avant, et peut-être que ça débloquera d'autres choses qui suivront après. C'est un mécanisme complètement naturel et hyper sain. Ça t'a fait du bien, du coup, de porter plainte ? Comme le reste, ça n'a pas été effectif tout de suite, mais oui, encore une fois, il y a des choses concrètes qui arrivent, notamment, il y a dans une procédure judiciaire, il y a plein de dates de premier rendez-vous, l'expertise, la contre-expertise, etc. Et ça prend du temps, donc ça me permet de me figer sur une date et me dire, tiens, quand il y a des choses qui vont pas ou que j'ai du mal à avancer dans ma vie, je sais qu'il y a cette date-là qui va arriver et qui va me permettre de faire quelque chose. Est-ce que c'était aussi une façon pour toi, du coup, de trancher et de dire qu'il était coupable ? Non, c'était pas aussi évident que ça. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que je l'ai fait vraiment pour moi et pas contre lui. Donc dans les faits, oui, il était coupable, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. Tu disais que tu avais porté plainte en 2017 ? J'en ai parlé à ma mère en 2017. Dans l'ordre, j'en ai parlé d'abord à une deuxième femme que j'ai rencontrée, à mon oncle et ma tante, desquels je suis très proche, ensuite à ma mère et à ma sœur, l'année d'après à mon père. Et ensuite, j'ai donné tout ça à l'avocat et puis il a déposé plainte, c'est arrivé janvier 2019. Comment elle a réagi, ta mère ? C'était difficile pour toi de lui dire à elle ? Ah ouais, c'était beaucoup moins naturel et beaucoup plus difficile qu'aux filles que j'ai connues et auxquelles j'en ai parlé avant. J'ai beaucoup de mal à lui parler de choses personnelles de manière générale. Possiblement, à cause de ça, j'ai axé le truc sur la plainte et moins sur ce qui m'est arrivé dans le détail et comment ça a pu m'impacter. Parce que ça, c'était encore plus difficile à dire. Quand on a rééchangé derrière, c'était plus toujours sur cette partie plus administrative, on va dire, que sur le reste. Je pense que pour elle et pour moi, c'est plus simple de parler de ça, quoi. T'as senti qu'elle était mal, qu'elle était surprise, que ça a provoqué quelque chose Ouais, si. Clairement, elle était surprise et touchée par ça. Maintenant, c'était vraiment cette petite capsule-là, à ce moment-là, après le repas, et ça, on n'a jamais vraiment trop rediscuté de ça ensuite. Est-ce que tu crois que tu lui en as voulu à un moment ? Non. T'en as voulu à personne ? Non. Même pas à lui ? Non. Dans tout ça, il n'y a jamais eu de colère ? Non. Je sais pas d'où ça vient, mais la colère, c'est clairement un sentiment que je connais pas, que ce soit pour lui ou pour personne, en fait. Donc, c'est comme ça. Après le dépôt de plainte en janvier 2019, j'ai commencé par faire la déposition dans un commissariat. Ensuite, il y a eu des expertises psychologiques demandées par la juge. Alors, la mienne, la sienne. On est en mesure de demander une contre-expertise si on n'est pas satisfait. Donc, c'est évidemment ce qu'il a fait pour lui et ce qu'il a fait pour moi. Les deux disent que, a priori, je suis pas trop mythomane et que ça m'est vraiment arrivé et que lui, pour le coup, il est dangereux de le laisser avec des jeunes enfants, surtout s'il a un ascendant sur eux. Au cours de l'enquête, j'ai appris qu'il y avait une deuxième victime que je connaissais à l'époque. On se croisait chez mon agresseur. Il avait à peu près mon âge. Mon agresseur a été mis en garde à vue. Il y a eu une perquisition chez lui. On a découvert des images d'enfants nus sur son ordinateur, sur son téléphone. Ce qui déjà représente un délit. Oui. Je crois qu'il devait pointer au commissariat toutes les semaines, je crois, un truc comme ça, et ne pas rentrer en contact avec moi. Et après, il y a eu une troisième victime qui a été trouvée aussi. La deuxième victime s'est portée partie civile aussi contre lui. La troisième n'a pas souhaité le faire. Il y a quelque chose d'autre qui m'a décidé aussi pour le dépôt de plainte. C'est que j'ai fréquenté un groupe de parole pendant quelques années de personnes qui ont été abusées dans leur enfance.
Et dans ce groupe, il y avait un autre garçon qui a à peu près mon âge, qui a eu des faits un peu similaires de la part de son oncle, lui. Quand je suis arrivé dans le groupe, il avait déjà déposé plainte, lui. Et donc, on en a un petit peu discuté. Il m'a parlé de la confrontation qu'il a eue. Et le fait que lui parle de cette confrontation-là et que ça lui a fait du bien, je pense que je me suis projeté un petit peu là-dedans et ça m'a décidé aussi, ça a été clairement un facteur qui a fait que j'y suis allé. Donc t'avais pas de colère, mais cette confrontation, par contre, tu voulais l'avoir. Ouais, le fait de m'imaginer de nouveau face à lui. Et en capacité de parler. C'est ça, avec 60 cm de plus et 30 kg de plus. Je me projetais bien là-dedans. On a eu une confrontation. Je suis arrivé au tribunal le matin. J'ai un peu d'appréhension à l'idée de le croiser. Et quand je suis rentré du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette qui pouvait lui ressembler. Instinctivement, je me suis dit, ça peut être lui, donc je vais faire comme si c'était lui. Je me suis mis derrière un pilier. C'était lui, même si effectivement, il avait bien vieilli, mais c'était lui. Tu l'avais pas vu depuis combien de temps à ce moment-là ? Depuis 10-12 ans. J'ai attendu qu'il monte à l'étage avec son avocate. Quand on arrive à l'étage, il y a quand même une salle d'attente. Il était dans la salle. Je pense que c'était à l'époque, il y avait encore les masques, donc moi j'étais bien content de l'avoir et bien caché derrière. Je pense qu'il m'a pas capté tout de suite. Après, lui et son avocate sont rentrés dans le cabinet de la juge et le greffier est venu me chercher ensuite avec mon avocat. Et donc on était assis face à la juge, quoi, tout simplement. Avec nous deux à l'extrémité et les deux avocats au centre. Et c'est la juge qui menait l'entretien, qui posait les questions, qui relisait les faits. Il a nié ? Alors, dans la continuité de ce qu'il pouvait me dire à l'époque, il revendique le fait que les jeunes enfants ont une attirance sexuelle, que c'est la société qui veut pas ça. Il faisait très attention aux mots qu'il employait. Par exemple, il emploie le mot de pédéraste en disant que c'est comme ce qui se passait dans la Grèce antique, les relations entre des hommes mûrs et des jeunes enfants pour les mettre dans la société, etc. Pour leur apprendre. Pour leur apprendre, c'est ça. Et que c'était aussi les enfants qui sont demandeurs. Il tenait ce discours-là devant la juge Exactement, d'instruction ? tout à fait. C'est très aventureux, on va dire, comme défense devant la juge. Et par contre, j'ai réexpliqué, moi, ce que j'avais vécu. Et quand la juge lui a posé la question, sa réponse, c'est que je venais de décrire le synopsis d'un film pédopornographique et que je m'étais tout fantasmé et que c'était pas vrai. Les faits que tu décris, donc ce qui s'est passé, ça, par contre, il a nié. Il a nié les actes sexuels. Il a nié la violence, d'ailleurs, le fait de te contraindre, tout ça, il a nié. Par contre, il a défendu le fait d'aimer les jeunes garçons. C'est ça. Je pense que c'est tellement fort et tellement profond en lui qu'il est incapable de renier ça. Mais en même temps, il sait que c'est puni par la loi. Et donc, s'il avoue quelque chose, eh bien, c'est pour sa pomme. Donc, il disait pas que lui en avait eu, mais il défendait le fait de pouvoir en avoir. Et du coup, après cette confrontation devant la juge d'instruction, c'était quoi ensuite les étapes d'après ? Après, la juge d'instruction a clôturé l'enquête parce qu'a priori, il avait assez d'éléments, je pense, contre lui, a priori. Et l'étape d'après, ça aurait été le procès, sauf que il est mort. Donc, ordonnance de non-lieu parce qu'il est mort, donc on peut pas... Il peut plus se défendre, il peut pas aller en procès. C'est ça. Et tu sais de quoi il est mort ? Non, je sais pas. Possiblement. Alors, il était assez... pendant la confrontation, il était avec une canne, il marchait pas hyper bien. Et on se demandait s'il était dans la simulation pour prendre en pitié les gens ou pas. Mais de quoi il est mort, je sais pas. Est-ce que le fait qu'il y ait cette affaire-là, est-ce que ça a précipité sa chute ? Je sais pas. Mais peut-être. Est-ce que sa mort, t'as eu le sentiment que ça t'a coupé l'herbe sous le pied ? Si j'avais pas eu la confrontation avant, je pense que oui. Mais là, j'ai quand même eu la chance de le voir avant. Et je pense que c'était une chance de pouvoir... je suis content de l'avoir vu. Ça m'a fait du bien là. S'il était mort avant, je pense que ça aurait été difficile. Est-ce que sa mort, ça t'apporte une forme de paix aujourd'hui ou est-ce que ça change rien ? Non, ça change rien. Ça me touche pas, à part la déception de pas avoir le procès, plus pour avoir une durable sur la confrontation. À part ça, non, ça me touche pas. Est-ce que pendant toute cette période-là, ta copine à qui t'en as parlé, etc., est-ce que ça a pu être un soutien pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ? Oui, complètement. C'était vraiment à la fois la première femme que je connaissais et une amie intime que j'avais pas connue avant. Donc c'était vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aimé. C'est un beau lapsus qui m'a beaucoup aidé. Après, c'était une femme qui était déjà mariée. Donc on partageait pas mal de choses, mais dans la mesure de ce qui était possible pour elle. Je pense que pour moi, c'était clairement plus simple aussi, dans le sens où j'avais moins d'engagement dans la relation et
Ça me laissait une porte ouverte aussi et c'était moins l'inconnu, on va dire. L'engagement, c'est quelque chose qui te fait un peu peur ? Beaucoup. Pourquoi ? Alors, je le dis maintenant parce que c'est réfléchi, mais je sais pas si c'est aussi simple que ça, mais le fait d'être dans une relation, entre guillemets, parce que c'en était une dans laquelle je suis pas à l'aise et en même temps je suis incapable d'en sortir, ben, ça a refroidi un peu pour les suivantes. J'ai jamais été en couple classiquement, j'ai envie de dire, mais ne serait-ce que avoir une relation qui me convient pas, c'est ça déjà en soi qui fait peur. En fait, c'est parce que t'arrives pas à dire non. Et du coup, t'as très peur de t'engager avec quelqu'un parce que tu sais que t'es pas capable de dire non quand ça va pas bien se passer. C'est ça, oui, c'est ça. Et un truc qui me fait rire un petit peu, mais qui est un peu, voire beaucoup exagéré, mais qui est quand même un petit peu vrai, c'est sur les applis de rencontre, le fait d'envoyer un message, enfin surtout au début, c'était envoyer un message égal derrière, ça veut dire qu'on va se marier, quoi, parce que j'ai manifesté de l'intérêt pour cette personne en lui envoyant un message. Comment je fais pour me sortir de là en disant en fait non, là c'est très réfléchi et j'en rigole, mais il y a clairement un truc de ça, le fait de dire non, c'est difficile. Et du coup, être avec une femme qui est déjà engagée dans une autre relation plus formelle, en fait, tu te dis que elle va probablement arrêter à un moment, ou que si jamais toi tu veux partir, c'est facile parce que ça va pas lui faire trop de peine ni lui causer trop de tort. Donc pour toi, c'est quelque chose de confortable ? Confortable dans le sens où il y a moins de pression, je pense, et moins d'attente de sa part. Ce qui d'ailleurs était un petit peu vrai dans ce cas-là, parce qu'elle me l'a dit un petit peu plus tard que si j'avais été le seul homme dans sa vie, on ne serait pas restés ensemble, en fait, parce que je mettais beaucoup de temps à me laisser aller, à ouvrir des portes petit à petit, où elle aurait voulu plus de choses de ma part sur tous les niveaux. Et donc ça, cette attente-là, si elle avait eu que moi, je pense que ça aurait été difficile pour elle et ce ne serait pas allé plus loin, alors que là, justement, ça a permis d'avoir un rythme différent et c'était plus simple pour ça. Est-ce que du coup, c'est avec elle que tu as fait l'amour pour la première fois ? Oui. C'est un exemple de ce qui était long à venir, parce que je pense qu'on s'est embrassés pour la première fois en mars, et on a fait l'amour pour la première fois en juillet. Il y a une psy qui m'a dit un jour, et ça m'a beaucoup plu comme formulation, que j'avais à peu près 10 ou 15 ans de retard sur la vie des gens, et ce que les gens faisaient à 15 ans, je le faisais à 30 en fait. Là, c'est un exemple. Et ça s'est passé comment alors, cette première fois ? Je pense que ça faisait quelques semaines qu'on essayait sans y arriver. Ça a été une première fois en plusieurs temps. Exactement. Et avec des étapes à chaque fois, et puis à la fin, j'étais content. C'est comme si j'avais changé de monde, quoi. C'était, tiens, j'ai fait ça comme les adultes. Pas adulte dans le sens un rite de passage, quoi. C'est vraiment, j'ai basculé dans un autre monde. Est-ce que ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. C'est l'ensemble, c'est pas juste l'acte en lui-même, c'est le fait de partager ça et d'être avec elle et de réussir ça, entre guillemets, parce que ça a été difficile d'arriver jusqu'à là. Et après, on a progressé ensemble et puis on a essayé de continuer. Est-ce que ça a été plus facile par la suite ? Alors oui et non, y a des choses qui sont plus faciles. Maintenant, il y a plein de choses qui restent difficiles et j'ai l'impression que c'est toujours 2 pas en arrière, 2 pas en avant, quoi. Il y a des fois où c'est plus simple, ça marche, c'est bien, et des fois où c'est plus difficile, ça va pas, ou je sais pas comment faire. Est-ce que tu arrives quand même aujourd'hui un peu à dire ce que tu veux et ce que tu veux pas ? C'est difficile, clairement. Autant il y a beaucoup de choses sur lesquelles, je parlais tout à l'heure du parcours thérapeutique, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, sur lesquelles j'ai progressé, où je sens que depuis que j'ai commencé, avec le recul, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Autant sur la sexualité, j'ai l'impression que c'est vraiment, j'imagine parce que c'est le truc le plus intime et le plus révélateur qui soit, qui fait que c'est le truc qui résiste le plus et sur lequel c'est le plus difficile d'avancer. Donc là, parler de soi et de dire ce dont on a envie, c'est clairement pas simple. Est-ce que c'est que parfois t'es dans ta tête et t'arrives pas à être dans l'instant ? Comme tu parlais de lâcher prise, il y a des moments où j'y arrive un peu plus à lâcher prise et il y a des moments où en fait je suis dans ma tête à penser à 1 million de trucs et en fait c'est ça qui bloque et en fait c'est ce qui fait que l'acte sexuel va pas être très sympa. J'ai envie de dire tout dans la tête, rien dans le corps, c'est un peu ça. À intellectualiser tout et je pense qu'il y a aussi un côté clairement d'insécurité totale toujours à me dire que ce soit sur le laisser aller ou sur aussi très focalisé sur ma partenaire en me disant est-ce qu'elle est bien là, est-ce que ça lui plaît, est-ce qu'elle n'a pas soupiré d'aise depuis 30 secondes, est-ce que ça va bien ou pas, est-ce que je lui demande, mais ça, je lui ai déjà demandé 2 fois, est-ce que je peux lui me permettre de lui demander une 3e fois, est-ce qu'elle veut qu'on change ça, est-ce que si, est-ce que ça, et du coup je suis toujours là-dedans, ce qui exactement me coupe de tout. Après ça c'est un exemple, c'est pas forcément toujours comme ça. Maintenant les fois où ça marche mieux, c'est quand on arrive à communiquer et à créer du lien et à être
vraiment ensemble plutôt que de m'isoler et de tourner en boucle. Vraiment, le fait de partager quelque chose, ça marche bien. Maintenant, faut le mettre en place et il faut arriver à développer ça, et ce qui est pas simple tout le temps. L'idée de m'abandonner complètement et de me laisser aller, intellectuellement, c'est un truc que je me dis, c'est plutôt cool. Par contre, je suis incapable de le faire. J'ai besoin d'être en contrôle, de maîtriser et de moins être actif. Sinon, je suis pas dedans. Alors que pourtant, j'aimerais bien, mais ça marche pas. Est-ce que après cette première expérience avec cette femme que tu as aimée et qui était mariée, est-ce que tu as fait d'autres rencontres après ? Oui, il y en a une deuxième qui, elle aussi, elle était pas mariée, mais elle était en couple depuis longtemps. C'était pas consciemment choisi. Dans les deux cas, c'est elles qui ont fait les premiers pas et beaucoup de premiers pas. Et je l'ai accueilli et j'étais content que ça arrive et ça m'a fait du bien aussi. Et les deux m'ont apporté vraiment beaucoup de choses et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si elles n'avaient pas été là. Est-ce que refaire l'amour avec une autre femme, est-ce que c'était plus facile que la première fois, ou est-ce qu'en fait, refaire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est un peu toujours une première fois et donc toujours le même stress ? Toujours le même stress, clairement. C'était forcément très différent pour des tas de raisons, mais ça a été tout autant difficile de dire ce dont j'ai envie, et même si, encore une fois, toutes les deux étaient très bienveillantes et très à l'écoute et essayaient de faire au mieux qu'elles pouvaient avec, face à qui elles étaient, en fait, tout simplement. Est-ce que tu as besoin d'être amoureux pour faire l'amour avec quelqu'un ? Amoureux, je sais pas. Mais en tout cas, clairement, il faut qu'il y ait un lien de confiance, il faut qu'il y ait quelque chose. Ça peut pas être comme ça. Enfin, en même temps, j'ai jamais essayé. Ça se trouve, c'est magique, ça marche, et il suffit que ce soit la bonne personne, j'en sais rien. Mais t'imagines, le stress, ça arrive très vite, là. C'est ça. Si c'est un coup d'un soir, le stress, il est au max. C'est ça. Donc, j'ai du mal à m'imaginer là-dedans. Le côté amoureux est pas tant important, mais vraiment le côté en confiance et connaître la personne pour pouvoir avoir au maximum possible, dans la mesure de mes capacités, certains laisser aller. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie ? Si tu devais construire un truc, ce serait quelque chose d'exclusif à deux ? Ou est-ce qu'en fait, tu normes pas du tout ça comme ça et t'es plutôt ouvert à d'autres formes de relations ? Déjà, la deuxième fille avec qui j'ai été, elle était en couple. Petit à petit, elle s'est découverte polyamoureuse. Et du coup, en discutant sur la théorie, le fait de pas enfermer quelqu'un et de laisser vivre sa vie, s'il y a d'autres relations qui peuvent arriver et qui peuvent rendre sa vie meilleure, ou... très bien. Je vois pas pourquoi, de par mon existence, j'empêcherais de faire ça. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que, à un moment, elle m'a annoncé, plus ou moins indirectement, qu'elle avait quitté son copain et qu'il y avait d'autres garçons qui étaient dans son radar, sans avoir plus de détails. Je pense qu'elle était prête à m'en donner si moi je lui en demandais. Sauf que, en fait, je n'avais pas forcément envie de savoir. Et en même temps, ne pas savoir, c'était difficile. Parce que forcément, dans l'inconnu, on projette tout plein de choses. Mais là, par exemple, on parle de la possibilité de l'autre personne d'avoir d'autres relations. Mais toi, par exemple, quand tu étais avec ces filles, est-ce que tu aurais pu avoir envie d'être avec d'autres personnes aussi ? Je ferme pas la porte, mais c'est pas un truc qui est naturel pour moi d'aller vers les autres et de provoquer ce genre de rencontre. Donc, si l'occasion se présente et s'il y a quelque chose qui fait que la rencontre est possible et il y a du lien qui se crée, pourquoi pas ? Maintenant, je vais pas aller volontairement, enfin, j'en sais rien en fait, mais je pense pas aller au-delà de quelque chose que j'ai déjà et qui me convient, je sais pas. Aujourd'hui, tu dirais que tu t'entends comment avec ton corps ? Plutôt bien. Je pense que mieux qu'à une époque. Après, sur l'image plus que sur le corps, c'est peut-être plus difficile. Par exemple, j'ai aucun problème avec mon image dans une glace dans ma salle de bain, un miroir dans la rue ou n'importe où au restaurant. Il y a un côté pas naturel, j'ai l'impression comme si j'étais posé là au milieu et que ça faisait tâche par rapport à tout le reste, quoi. Je vois à l'image un montage Photoshop un peu mal fait où on a rajouté ma tête au milieu sur un truc qui colle pas. C'est ton truc de pas vouloir prendre trop de place, du coup, dès que tu te vois dans un environnement, t'as l'impression que t'aurais pas dû être là ? Il y a un peu de ça, peut-être, oui. Est-ce que tu arrives à te montrer nu facilement ? Je pense, oui. Pareil de foot tout à l'heure, et j'en ai fait quand j'étais jeune, et à un moment... Et il y a la douche après l'entraînement. La première fois, j'ai pas pris ma douche. Et puis l'entraîneur m'a dit c'est quand même bien de prendre sa douche après l'entraînement. La fois d'après, je me suis déshabillé, j'ai pris ma douche. J'étais pas hyper à l'aise, mais ça s'est fait. Et les fois d'après, petit à petit, je me suis fait. Et même à un moment, je pense que ça m'amusait de voir d'autres personnes un petit peu gênées, alors que moi, au contraire, une fois que c'était fait, c'était fait. Et voilà. Après, plus récemment, devant des femmes, ça va. C'est pas l'assurance ultime, mais ça va. Des 5 sens, c'est lequel qui est pour toi le plus lié à la sexualité ? Pour moi, c'est le toucher, clairement. J'ai pas eu beaucoup d'occasions de contact.
Et quand c'est le cas, ça me surprend et ça me fait quelque chose, quoi. C'est pas anodin et c'est... Autant on l'a vu, et l'ouïe, c'est quelque chose qu'on peut tromper relativement facilement, autant le toucher, pas du tout. C'est ça qui rend les choses vraiment concrètes et on peut pas le tromper. C'est facile pour toi d'atteindre l'orgasme ? Alors seul, oui. À deux, c'est plus difficile. Toujours dans le côté être capable de dire ce dont on a envie, il y a aussi le fait d'être capable de dire qu'on a envie et qu'on veut jouir là. Pareil, ça, j'ai besoin, entre guillemets, d'avoir l'approbation et de dire est-ce que c'est OK que je peux y aller, parce que sans ça, ça va être difficile. Du coup, pour toi, la sexualité, c'est plus facile tout seul ? Oui, c'est plus simple. À deux, parfois, il y a la pression du direct qu'il n'y a pas tout seul. Ça peut être une source de stress, alors que tout seul, d'une certaine façon, il y a tout qui est maîtrisé. Donc, c'est plus le côté plaisir que le côté stress. Et est-ce que la masturbation, c'est facile pour toi d'avoir des fantasmes, d'être dans ta tête, etc. Ou est-ce que tu préfères avoir des supports pour t'accompagner ? Il y a un peu les deux. Après, pour les supports, j'ai découvert un truc un peu par hasard en écoutant des podcasts, qui sont les audios érotiques qu'on peut trouver sur Reddit ou sur d'autres sites internet. J'ai toujours aimé écrire des histoires. Et donc là, naturellement, j'ai découvert ça, donc j'ai continué et j'en ai enregistré quelques-uns que je partage. Et ça a créé quand même... Pour toi, ça crée quand même un lien entre l'auditeur et la personne qui enregistre. Oui, parce qu'il peut y avoir des commentaires, il peut y avoir des échanges, et dont une qui a perduré. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir ce podcast. C'est grâce à elle que tu as découvert Entre nos lèvres ? Exactement. Ça va être l'heure de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu nous as écrit pour venir nous parler ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Pour moi, il y a 2 points. Parler de ça, ça fait grandir et ça fait du bien. Et puis aussi pour faire entendre la voix d'un homme victime, parce que j'en ai pas entendu beaucoup sur les internets. Donc, en voilà une. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.